avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team, comme chaque semaine, ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Pour m'accompagner ce soir, il y a un petit moment qu'on l'avait pas eu à ce micro, notre sophrologue, directrice de Sophrocap, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut à tous. Et puis j'ai eu envie ce soir de réunir un vieux couple, j'ai envie de dire. On espère que la surprise va vous faire plaisir parce que lui, ça fait très longtemps, presque un an, un peu plus même peut-être, qu'on l'a pu à notre micro. Je pense que vous avez déjà reconnu la voix de Clermont Sport. Il en était le créateur avec son fils Johan qu'on a régulièrement à ce micro. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice, qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir ici. Eh ben, un grand merci Olivier de m'avoir invité. Ouais, ça fait super plaisir. Je reviens chez moi en fait, dans ce studio de Logos FM où on a tellement parlé, bataillé, et de revoir Virginie aussi, c'est un grand bonheur. Et puis Jean-Yves que je connais bien évidemment, mais merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, et puis notre invité, Jean-Yves Dijol, élu à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby, qui viendra nous parler tout à l'heure des finales territoriales qui auront lieu samedi prochain, le 16 avril, au Stade des Gravenches. Il va nous donner tous les détails. Bonsoir Jean-Yves. Salut à tout le monde. Allez, on va commencer, on va reprendre nos bonnes habitudes. Fabrice, je sais pas si tu as gardé le rythme de l'émission. Alors je vais te rappeler deux résultats là, sur nos équipes pro pour commencer. Ensuite, on sera avec Jean-Yves sur les parties 2 et 3. Et on terminera avec le coup de cœur, coup de gueule et le quiz. J'espère que tu as bien révisé le sport auvergnat et national parce qu'il ne s'agira pas de perdre pour ton retour. Ah, je peux pas perdre. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais y arriver. On va parler de nos deux locomotives. C'est rare qu'on en parle en même temps. Le Clermont Foot et l'ASM, mais les deux avaient des rendez-vous importants ce week-end avec les mêmes résultats, malheureusement, de belles branlées. On peut le dire comme ça. Le Clermont Foot qui recevait le PSG, c'était un petit peu attendu malheureusement, et puis l'ASM qui faisait son retour en Coupe d'Europe. Alors on va commencer par le Clermont Foot, 6-1 face au PSG, face aux étoiles du PSG. C'est compliqué, mais est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de cette fin de saison? Fabrice. Écoute, donc moi j'étais au Stade Montpied samedi soir, ça tombe bien. Ah, t'as de la chance. T'as vu, il revient et boum, tout de suite il a une place. Quoi. J'ai cherché des places partout, si j'avais su, je t'aurais demandé quoi. T'aurais dû. Ouais, non, parce que en fait, alors c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Paris c'est presque 600 millions d'euros de budget, le Clermont Foot doit être à peine à 30, mais en fait ça va tellement vite. Ça va tellement vite du côté de Paris. Hein. Moi, il y a très longtemps que je regarde le football. Je regardais avec mon père quand j'étais petit dans les années 70. J'ai rarement vu un joueur comme Kylian Mbappé. 1870, bien sûr. J'ai rarement vu un joueur comme Kylian Mbappé. Il est très impressionnant, il est d'une rapidité incroyable. Alors Zedatka est un très bon arrière latéral, hein, Clermont Foot, mais il a vraiment transpiré et ça a été très difficile pour lui. Mais pour résumer le match, en fait, c'est cette fois Goliath qui a effectivement battu David, parce que ça va trop vite en fait. Et puis ce que je regrette, hein, après en avoir discuté avec d'autres personnes, hein, c'est que les joueurs du Clermont Foot ont trop regardé les stars du PSG, et les stars du PSG n'ont pas besoin d'avoir des boulevards comme ça. Au milieu de terrain, on voyait que Verratti et Messi, Neymar était en feu et Mbappé on n'en parle même pas, donc voilà, ça va trop vite. 6-1, c'est presque normal, quoi, malheureusement. Mais le foot, ça tient un peu de choses, hein, parce que Clermont est mené que 2-1 à la mi-temps. Ouais. Et il y a Jason Berthomier qui a une grosse occasion à la 62e de mémoire. Et bon, Donnarumma se couche bien, et puis après ils prennent ce penalty, c'est fini, à 3-1 c'est terminé. Mais ils auraient peut-être pu revenir à 2-2, et là on sait jamais. Hein. Mais voilà. Alors Virginie, Clermont qui est désormais 17e avec 28 points, le premier relégable. C'est Saint-Etienne, Fabrice, forcément. Tu vas nous dire de quel côté penche ton cœur pour cette fin de saison. Comment on peut envisager ces perspectives-là? Comment on voit la fin de saison, sachant que le prochain match, c'est face à Metz, qui est dernier, concurrent direct. Donc, c'est pas le match du maintien, mais on va quand même pas en être loin. Et puis, il y aura également Troyes qui est 15e. Voilà, Clermont a les clés en main. C'est sûr, il y a un vrai enjeu. Alors, juste pour revenir sur le match, tu vois, par contre, j'ai regardé la télé. Bien. Et moi, j'ai été marquée par un truc, c'est qu'Mbappé, à un moment donné, il est talentueux et tout, mais je pense qu'il n'a pas besoin, à un moment donné, de jouer à se rouler un peu par terre et tout, tu vois, à un moment,
Et enfin ouais, j'ai trouvé que en fait, comme d'habitude, quoi, voilà, au foot, à un moment, ils sont 10 fois devant et ils en font encore. Mais ils aiment bien le gazon, vois, ils voilà, se roulent dedans. Ouais, ils aiment ça. Bon voilà, c'était ce que j'avais à dire sur ça. Après, ouais, en effet, le Clermont Foot, là, il y a vraiment des rencontres à venir où je pense qu'il va y avoir une vraie pression mentale, c'est sûr. Voilà, on arrive pile poil là où, de toute façon, dans le Money Time. C'est ça. voilà, et où je pense que on s'était quand même, enfin, il y en avait beaucoup qui s'étaient projetés sur le fait que ça allait jouer vraiment sur la fin de saison, et c'est ce qui arrive. Donc là, pour moi, c'est vraiment, on va pouvoir mesurer vraiment à quel point sur cette pression mentale de fin de saison, est-ce qu'ils sont capables ou pas capables d'aller vraiment chercher leurs ressources, d'être dans la groupéité vraiment, pour pouvoir avoir des victoires au bout, et qu'en effet il y ait pas de perte de ballon, surtout sur le milieu et tout. Donc voilà, là ça va jouer là, c'est sûr. Je vais noter ce mot, la groupéité. Ouais, la groupéité. Jean-Yves, tu suis un petit peu le Clermont Foot, toi le rugbyman? Moi, le foot, c'est pas ma religion principale. Par contre, j'ai mes 2 petits-fils que j'ai essayé de mettre au rugby et qui ça n'a pas marché, et qui jouent au foot. Donc, je suis obligé de suivre ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être la lecture des enfants là-dessus. Moi, mes deux petits-fils, j'ai pas eu de place pour moi, mais j'en ai eu pour eux, donc ils ont pu y aller. Ils sont revenus tous les deux avec les yeux qui brillaient. Avec une analyse du match qui est à peu près celle des adultes, en disant ouais, c'était trop compliqué, trop dur, ils se sont percés au milieu, etc. Enfin, à peu près les mêmes analyses. Moi, je suis pas compétent là-dessus. Mais par contre, ils sont venus avec des étoiles plein les yeux, et ils ont vu des vedettes, ils ont vu des choses. Et je pense que par rapport, on va dire, au public lambda, par rapport au grand public, le fait que Paris nous ait respectés, en envoyant les vedettes, même si derrière il y a probablement les objectifs d'engranger les buts, de marquer un peu l'histoire. Mais je trouve ça très très bien, parce que ça reste dans un esprit sportif qui est, je trouve moi, très chouette. Et nous, les rugbymen qui avons souvent l'habitude de critiquer les footeux en termes de comportement, je trouve ça remarquable ce qui se passe en ce moment au niveau du foot sur Clermont, en tout cas sur Clermont, et sur aussi les oppositions qu'on a pu voir, et surtout le comportement de notre équipe, bien sûr, des équipes adverses. Donc moi, je trouve ça globalement très 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 positif. Et j'espère qu'une chose, c'est que Clermont va se maintenir pour qu'on puisse continuer à profiter de ce genre de choses, émerveiller les gamins, les encourager à pratiquer un sport. Je trouve ça, moi, extrêmement positif. Très bien. Notre autre locomotive, on est plus habitué à la voir en haut de l'affiche, celle-là c'est l'ASM qui faisait son retour en Coupe d'Europe. Lourde défaite face à Leicester, aux Anglais de Leicester, 10-29, 5 essais à 1. Surtout 2 essais de mémoire encaissés, 2 ou 3 essais encaissés, alors que Leicester est réduit à 14. Pour tout vous dire, c'est le premier match que je voyais de la SM cette saison. J'ai mieux compris les résultats. C'était pas mal 20 minutes, et puis d'un coup c'est vide, ça se délite petit à petit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de révolte, on voyait pas de joueurs s'engueuler, vouloir essayer de remonter. Donc effectivement on comprend mieux les résultats en top 14. Virginie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre? Est-ce que l'ASM est tout simplement pas au niveau cette année? Oui, bien sûr. Alors là j'y étais parce que j'ai suivi tous les matchs de l'ASM cette année. Bravo Virginie. Bravo. En fait... alors c'est vrai que sur les 20 premières minutes, il y a un peu d'envie, mais il y a un peu d'envie même pas groupée, il y a un peu d'envie de 2 ou 3 joueurs. Et après, en effet, ça se délite vite, très vite. Quand même, ils mènent 10-5, ils ne marquent plus aucun point. Plus aucun point. Et en effet, à un moment donné, il y a un carton rouge, on se dit, ouais, c'est bon, ils vont arriver à faire quelque chose. Non, là c'est encore pire. C'est pire, oui, c'est ça, c'est pire. Alors après, moi j'ai trouvé que aussi physiquement, je pense que, franchement physiquement, Leicester, qui a beaucoup de jeunes dans son équipe, était beaucoup plus fort sur plein de postes, et que du coup ils prennent la marée petit à petit. Je crois pas que ce soit qu'une question d'envie aussi. Les capacités physiques, c'est autre chose. On voit là aussi pareil, un énorme décalage. Moi, voilà, j'ai été marquée de ça, et pas forcément avec des goy-gottes en face. Des jeunes, mais qui par contre ont une puissance dans le démarrage vraiment chouette, et puis voilà, et techniquement qui sont au-dessus, clairement. Donc oui, c'est compliqué. Oui, voilà, là, de toute façon, on n'a pu que voir, je veux dire, ce que l'ASM fait depuis le début de la saison. Et que leur classement 8e en top 14, voilà, c'est respecté par rapport à quand même une première équipe d'Angleterre qui joue très très bien, parce que franchement, il ne faut pas oublier qu'ils jouent très très bien.
en face. Et moi, je plains les joueurs de l'ASM la semaine prochaine dans le déplacement. J'aimerais pas être à leur place. Ça va être compliqué là-bas. Ça va être dur. J'aimerais vraiment pas être Fabrice. à leur place. Avant de parler du match retour, je vais parler de ce match-là, mais ça c'est le mal récurrent de l'ASM depuis 2-3 ans, je pense, parce que l'ASM joue que 40 minutes. Après, c'est bien de mettre 41-10 à Brive, c'est bien de mettre 50 points à Biarritz, mais je pense que les références, on peut avoir des matchs références, notamment quand Leicester, ça aurait pu être un match référence, pour peut-être avoir une fin de saison un petit peu plus belle, de s'accrocher, 10 partout à la mi-temps, et bon, tu prends 19-0 alors que tu joues avec un joueur de plus, ça c'est pas normal. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que cette année, on sent vraiment qu'il y a pas d'âme. Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que maintenant, comme en football, on sait trop tôt qu'il y a des joueurs qui vont partir à droite et à gauche. Et ça, c'est pas bon pour la cohésion du groupe. Bien sûr. Quoi qu'on en dise, c'est pas bon. Donc, ce serait bien qu'en rugby, on arrête de dire qu'un joueur, au mois de octobre-novembre d'une saison, va quitter le club. Donc ça, c'est pas très bon. Et pour le match retour, moi j'ai peur qu'ils en prennent 40 ou 50, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas en prendre trop, parce que pour le moral, bonjour. Le top 14, c'est pas tout à fait fini, c'est mal engagé. Mais là, pareil, le prochain déplacement au top 14, c'est à Castres. Ça va être très très difficile. Moi, j'ai vu jouer Castres contre Toulouse. Qui s'y frotte, s'y pique. Exactement, ça va être difficile. Jean-Yves, ton analyse sur cette rencontre? Pas grand-chose à rajouter sur le constat, on va dire. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que ce cycle malheureux dans lequel on sait que c'est un cycle, je ne veux pas dire normal, mais qui est connu dans le monde du sport, et c'est celui qui est en train de traverser notre équipe de l'ASM. Ça fait mal. Ce que j'espère simplement, c'est que ce qui se passe en ce moment, ça sert à cette équipe, je ne parle pas des joueurs, mais surtout à l'équipe d'encadrement, au management de l'équipe. Ça va servir véritablement à quelque chose pour réfléchir sur sa stratégie, sur l'intégration des jeunes, sur les efforts à fournir, dans quel domaine, etc. Je ne pense pas que ça sera fini l'année prochaine, compte tenu de l'état dans lequel on est et de ce qui se passe dans l'environnement du top 14, où là, des clubs ont pris une sacrée avance quand on voit ce qui se passe en termes de recrutement, en termes de formation, et surtout en termes de récurrence dans la solidité de certaines équipes, qui pourtant ne sont pas des équipes, tu parlais de Castres par exemple, qui ne payent pas de mine comme ça, mais vraiment on sent qu'il y a un travail de fond qui a été fait, qu'il y a une ossature importante, que l'attachement à l'identité, au terroir, pèse beaucoup plus lourd que ce que ça pèse chez nous tout de suite. Moi, j'espère simplement que tout ça va nous être profitable, et même s'il faut mettre encore une saison ou deux pour se refaire la cerise, comme on dit, c'est pas grave en soi, mais il ne faut pas que ça soit du temps perdu. C'est ça, moi, que je trouve le plus important. Et on sait aussi qu'avec l'arrivée de Didier Rétière, qui est l'ancien DTN de la Fédé, qui va venir donc travailler, quand on connaît le bonhomme, je pense qu'il y a un certain nombre de choix, déjà de bons choix qui ont été faits et qui devraient porter leurs fruits. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras, pas lâcher son équipe, toujours la supporter, et faire en sorte que ce qui se passe tout de suite, ça soit profitable à la sortie. Très bien, merci Jean-Yves. On va marquer une première pause, on reviendra avec toi dans la partie suivante, là tout de suite après, pour parler des finales territoriales de rugby qui auront lieu ce week-end au Stade des Gravenches. Pause tout de suite, vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi à 18h sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. La rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Fabrice Connor et notre invité, représentant de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby en charge du partenariat et de l'événementiel pour le Puy-de-Dôme, c'est Jean-Yves Dijol. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Olivier. Alors Jean-Yves, tu vas nous parler d'un événement qui va se passer samedi prochain, 16 avril, au Stade des Gravenches. Ce sont les finales territoriales de rugby. Mais avant de parler de cet événement, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette Ligora et de ce comité du Puy-de-Dôme de rugby ? La Ligora, c'est à l'image de la réorganisation administrative, c'est une grande ligue, puisqu'on couvre donc les 12 départements de la grande région Auvergne-et-Rhône-Alpes. Et cette ligue est organisée en 4 pôles de compétences. Le pôle de Clermont-Ferrand, celui de Grenoble, celui de Lyon et celui de Drôme-Ardèche, qui correspond en fait aux anciens comités régionaux de rugby. Donc il y a bien entendu une stratégie, une politique, une gestion qui est une gestion sur la grande ligue avec des déclinaisons sur chaque ancienne région, anciens comités régionaux.
On a une idée du poids en termes de licenciés, de clubs, de niveaux. Et on a de tous les niveaux, ça va du top 14 à... Ah non. Non. Alors, vas-y. En ce qui concerne la Ligue, nous sommes organisateurs et représentants uniquement du niveau amateur. Amateur, d'accord. Donc tout ce qui touche à la Ligue professionnelle, top 14 et Pro D2, ne nous concerne pas, à l'exception des niveaux jeunes, où là, notre interlocuteur, par exemple, pour les niveaux jeunes, c'est l'association ASM et non pas le club ASM, puisque c'est l'association Omnisport qui gère la partie jeune. Donc nous, on ne touche pas au niveau professionnel et au niveau national. Donc on représente la totalité des clubs amateurs de la région et l'ensemble des écoles de rugby. Un gros poids autour de Lyon, j'imagine, comme dans beaucoup de disciplines. C'est partout pareil, c'est autour des grandes agglomérations, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, qu'on retrouve en termes de quantité le plus de clubs, ce qui est un peu logique parce que c'est complètement cohérent avec la structure démographique de chaque territoire. Est-ce que l'Auvergne a su garder son poids et son importance au sein de cette nouvelle Ligue Aura ? Oui, parce que le fait d'avoir créé cette grande ligue ne change pas la composition du territoire, des équipes. Il y a qu'au moment du Covid, effectivement, où il y a eu quelques petites, comme dans toutes les disciplines, pas mal de petites choses qui se sont passées. Mais en fait, les clubs s'en sont sortis plutôt proprement, avec une relative stabilité de l'effectif à peu près dans toutes les classes, et avec une forte progression du rugby féminin et un maintien à un bon niveau de la formation au niveau des écoles de rugby. C'est plutôt sur les équipes de juniors, vous savez, les 15-18 ans, où il y a eu quelques petits mouvements à la baisse, mais qui sont en train de se rattraper. Donc pas de trou de génération à craindre. Non, le schéma habituel, ça va très très bien jusqu'en cadet. Après, les jeunes en junior, ça baisse un petit peu dans toutes les disciplines, et ça repart après sur les catégories seniors. Sachant qu'en senior aussi, on a eu une petite difficulté, notamment sur les plus âgés, qui arrivaient un petit peu en fin de carrière, et qui, à cause de ces 2 années, n'ont pas forcément prolongé ou renouvelé. Donc il y a eu une toute petite baisse, mais qui est en train de se remettre à la normale sur les effectifs seniors. Et alors un tout dernier mot, c'est quoi l'œil du dirigeant sur le parcours des clubs amateurs qui évoluent au niveau fédéral? Alors sur le Puy-de-Dôme et l'Allier, puisque c'est notre zone d'écoute, je pense à Issoire, au R3CA, à Vichy, FC Moulins, le FC Rion qui est en haut de sa poule en Fédéral 3. Comment on voit ça en tant que dirigeant? Nous, mon domaine, c'est pas le domaine du sport, mais enfin, quand même observateur attentif. T'as quand même un avis, voilà. Et je suis toujours membre de mon club, le RC La Plaine. En fait, c'est vrai, c'est rassurant de voir des clubs, on va en prendre que 2 à titre d'exemple, Rion et Issoire, qui arrivent au niveau fédéral à se maintenir dans les fauteuils d'orchestre, vraiment au premier rang. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que derrière les grosses machines du rugby professionnel, on sait que le lien est important. Le lien est important au niveau sportif. Alors bon, il y a l'aspect formation, il y a les échanges avec les clubs pro, etc. Par contre, ce qui est important, c'est que le tissu du rugby amateur doit se consolider, doit se structurer, doit perdurer. Alors, autant au niveau des clubs simplement, quand je veux dire simplement, du niveau amateur jusqu'en pré-fédéral, c'est important. Mais si on n'a pas des bons clubs de Fédéral 2, Fédéral nul, National, etc., il y a un creux qui se crée. Et tous ceux qui ont fait l'effort de monter à ce niveau-là ou qui ne peuvent plus rester en top 14 ou en Pro D2 ont besoin de ces clubs-là. Donc pour nous, l'ambition, c'est véritablement d'arriver à faire en sorte que ces clubs de Fédéral et de National arrivent non seulement à rester où ils sont, mais à progresser, à se structurer, à se renforcer. Ça servira tout le monde, dans le sens montant, des jeunes vers le haut niveau, comme dans le sens, on va dire, descendant, des ceux qui ne peuvent pas tenir leur place au plus haut niveau pour rester sur le territoire, apporter leur savoir-faire et rentabiliser tout le travail de formation qui a été fait par tous ces clubs. Alors justement, tu as parlé de la période Covid, on en est sorti, on espère de manière définitive, et on va reprendre les bonnes habitudes avec entre autres, dès ce week-end, les finales territoriales. Alors c'est quoi ces finales ? Les finales territoriales, c'est la grande fête du rugby amateur. Les dernières ont eu lieu en 2019, malheureusement. Après, il a fallu mettre la pétale douce et pas les organiser du tout, alors que c'est le moment qu'attendent vraiment toutes les formations du rugby amateur pour aller disputer les derniers matchs et qui leur donne le titre, qui leur donnait le titre de champion d'Auvergne ou de champion Rhône, etc., à l'époque où la Grande Ligue n'était pas créée. Donc maintenant, il s'agit d'une compétition qui est en fait les quarts de finale
du championnat de ligue. En fait, les champions, ce seront des champions de ligue qui seront donc désignés au terme du parcours, qui se fera 15 jours plus tard. Et là, donc, il s'agit bien de la finale territoriale où on va désigner, on va dire, la catégorie des finalistes de territoire qui vont pouvoir disputer ensuite donc le bouclier pour la Ligue. Mais le bouclier d'Auvergne, malheureusement, n'existe plus comme tel. Alors, c'est plutôt symbolique, puisqu'en fait les équipes qui viennent disputer cette compétition se considèrent et seront considérées comme les champions d'Auvergne finalement. Alors ça va regrouper quelles équipes, combien d'équipes, combien de terrains, comment ça va se passer là cette journée? Bien chargée je crois. Hein. Ah bah oui, c'est la journée classique. Hein, donc on va avoir donc une vingtaine de matchs puisque vont être opposés donc les 4e séries, donc 2 équipes, 3e série, 2e série, première série, promotion d'honneur et honneur. Donc on a toute la catégorie de 4e série à honneur qui vont disputer cette phase finale territoriale. Équipe auquel on rajoute un plateau féminin à 10, un plateau qui à l'origine, dans le cadre du parcours normal des compétitions féminines, était prévu à Romagna et que la présidente de Romagna et les entraîneurs ont gentiment accepté de faire jouer au Gravenche, tout simplement pour la bonne raison que ça va offrir quand même une visibilité à ce tournoi féminin plus importante que de le jouer à Romagna, puisqu'on attend habituellement entre 2500 et 3000 spectateurs. Donc ça va être un petit coup d'éclairage sur les féminines, et on en profite également pour mettre en place une structure gonflable sur laquelle on fera un certain nombre de propositions de découverte du rugby pour ceux qui n'ont jamais touché au rugby, justement à travers le rugby à toucher, et ça fera un petit pôle d'animation aussi pour les enfants. Donc c'est à la fois purement la compétition, mais aussi la promotion du rugby féminin et la possibilité de s'initier donc sur le plateau équipé de sa structure gonflable au rugby à toucher. Fabrice, j'imagine qu'en tant que papa de rugbyman, tu as dû en vivre quelques-unes des finales territoriales. Oui, bien sûr. Hein. C'est vrai que Johan a joué très longtemps au rugby, mais avant de jouer à l'ASM Clermont-Auvergne, il a démarré par le RC Rion, et c'est vrai que moi j'écoute religieusement Jean-Yves parce que ces finales territoriales elles sont tellement importantes. Alors heureusement que l'ASM Clermont-Auvergne est là parce que c'est la locomotive, hein, mais c'est vrai que tous les gens, il y a des dirigeants, des gens qui passent leur vie aux entraînements, autour du terrain le dimanche. Et ces finales territoriales, effectivement, c'est l'aboutissement de toute une saison, c'est l'aboutissement d'investissement personnel de certaines personnes, tous les joueurs, bien sûr, il faut penser aux joueurs aussi, parce que ça c'est l'objectif numéro 1, c'est-à-dire que quand on peut aller le plus loin possible, on fait tout ce qu'il faut pour aller justement jusqu'à ces finales territoriales et pour enlever le bouclier qui ne porte plus le bouclier d'Auvergne malheureusement, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose à la sortie, donc ça c'est important. Et on retrouve, moi je vois, en 2019 il y avait l'équipe de Pont-du-Château qui va être là encore certainement cette année. Donc voilà, c'est des clubs qui sont toujours fidèles. Et puis juste pour terminer, quand on retrouve ces clubs comme le RC Castelpontin ou le RC Enza, d'autres clubs que même plus Guillaume, souvent ils sont au bout. Il y a quand même de la formation dans ces petits clubs. Et moi, j'ai été dirigeant du RC Rion. Et j'ai fait beaucoup effectivement de tournois, de finales territoriales. Et on voit que tous ces jeunes gens, tous ces petits, c'est vraiment un grand bonheur, quoi. C'est le vivier du rugby auvergnat. Alors Jean-Yves, en dehors de l'enjeu sportif de ramener cet ancien bouclier, ce titre honorifique désormais, mais aussi de pouvoir se qualifier pour la finale de la Ligue, est-ce qu'il y a encore des enjeux de montée pour certains clubs, ou est-ce que c'est déjà bouclé dans ces championnats ? Ah non, c'est pas complètement bouclé encore. Hein. Alors certains clubs tiennent tellement le haut du pavé, ont une telle avance qu'on est à peu près sûr de ce qui va se passer, mais il y a encore ces matchs qui vont arriver. Et après, quand on passe à l'échelon régional, disons que la perception de ce qui va sortir de cette fin de saison peut pas nous permettre de dire précisément quels sont les clubs qui vont effectivement pouvoir accéder aux montées. On le sait pas encore certainement. Donc c'est pas le genre de choses à annoncer tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on raconte. Oh, on peut bien aller, on fait du rugby fiction, pourquoi pas. On peut tout se permettre. Très bien, Jean-Yves. On va détailler un petit peu plus l'organisation de cette journée dans la partie suivante. On va marquer une pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport.
avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM, chaque mardi à 18h, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Fabrice Connor, et on parle rugby avec notre invité Jean-Yves Dijol, élu à la Ligora, co-organisateur avec le comité départemental de rugby des finales territoriales, des finales qui auront lieu samedi prochain, le 16 avril, au stade des Gravenches. La grande fête du rugby, comme tu nous as dit tout à l'heure Jean-Yves, alors tu nous as parlé de 2500-3000 personnes qui vont être autour des terrains. Comment on les accueille, comment on les nourrit, comment on les occupe toute une journée ? Alors effectivement, 2500 à 3000, c'est à peu près la jauge qu'on a connue sur toutes les finales qu'on a eu organisées depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Si le temps s'y prête, on est sûr d'avoir le monde. Après, c'est une question de chance. J'espère que la météo sera avec nous. On espère. En ce qui concerne donc le lieu, c'est sur le terrain des Gravenches. Alors pourquoi les Gravenches ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la plus grande plaine de jeu qui existe à ce niveau-là, avec un nombre de terrains suffisant, un nombre de vestiaires. Il y a 18 vestiaires, il y a 3 terrains utilisables pour les compétitions, plus les terrains d'échauffement. Il y a le clubhouse, il y a les lieux de réception, ce qui en fait un outil un petit peu exceptionnel et un peu privilégié pour les modestes organisateurs que nous sommes avec les comités départementaux. Donc grâce à la CAM, Clermont-Auvergne Métropole, qui met à disposition ces terrains, et la ville de Clermont qui nous aide au niveau logistique, on aura vraiment une belle prestation, comme on essaye de le faire à chaque fois qu'on organise ça, autant pour les joueurs, sur le plan technique, sur le plan du jeu, que pour nos invités, donc officiels et partenaires qui nous soutiennent. Donc les portes seront ouvertes à partir de 10h, sachant que ça se déroule sur la tranche 10h30, 18h30. Et donc le public sera accueilli à partir de ce moment-là. Donc nous mettons en place un accueil, bien entendu, qui va permettre de recevoir les gens correctement. Nous avons mis en place sur le site 3 food trucks, de façon à ce que les gens puissent se nourrir de façon sympathique et un petit peu diversifiée. On a également une très grande buvette qui sera sur l'extérieur. C'est important, c'est la buvette. C'est capital. Ouais, c'est important. Alors, important, c'est le cas de le dire, et capital, dans le sens capitalistique du terme, c'est important aussi parce qu'il faut... Économiquement, c'est important. Ça se finance tout ça, donc c'est vrai que l'argent tombe pas du ciel, il faut qu'on arrive à peu près à s'autofinancer. Il y aura donc une deuxième petite buvette du côté du terrain d'honneur, de façon à ce que les gens n'aient pas trop à se déplacer pour trouver à boire, bien entendu. Et on laisse aussi le clubhouse qui est géré par une petite équipe de bénévoles de l'ASM Omnisport. On laisse aussi donc ce local ouvert et accessible. On en fait le lieu de vie de la petite centaine de bénévoles qui va œuvrer donc toute la journée sur cette opération, et le point presse aussi pour accueillir nos amis des différents médias. D'ailleurs, Olivier, j'espère que on te verra peut-être. J'essaierai de passer, mais samedi, je suis déjà pris par ailleurs. Mais j'essaierai de faire un saut le matin. Donc voilà pour l'organisation générale. Bien entendu, au niveau sécurité, tout est mis en place avec la PAG. On est aussi très vigilant sur la partie respect de l'environnement et entretien du lieu, parce qu'on a une équipe qui va s'occuper spécialement de ça. Et ensuite, le reste, c'est du sport. Alors on a tout ce qu'il faut là pour encadrer les équipes, les accompagner, et toute la partie ambiance. Alors on est encore à la recherche d'une banda. Ça devrait se trouver, on peut lancer l'appel alors. Voilà, on peut lancer l'appel, une banda ou un petit groupe de percussion, de façon à mettre un petit peu d'ambiance autour de ces stades. Alors on va donner le programme de cette journée, tu l'as dit, ça commence à 10h avec les finales 4e série qui vont opposer le 15 des Combrailles à Massiac. En 3e série, c'est Puy-Guillaume face à Saint-Mamé. En 2e série, Cisterne-la-Forêt face au Rugby Club d'Aumsioul. En première série, Enza face au Rugby Club des Landes. On aura le plateau des féminines à partir de 14h, du rugby à 10, c'est bien ce que tu nous as... Ça. Rugby à 10, donc venez découvrir ce plateau et encourager notamment les Romagnatoises qui seront présentes. Elles seront opposées à Saint-Simon et à Fesline, oui. À partir de 15h, on aura la finale promotion d'honneur qui va opposer Pont-du-Château à Sauxillange. À 17h, Le Cuc Aubière face à Mauriac. Et j'ai oublié, à 13h, il y a des finales de réserve promotion honneur. Alors là, on a 4 équipes, les Ancises, Romagna, Rion-Est-Montagne et les Commentries. Et à 13h, la finale réserve honneur, Le Cuc face à Saint-Flour. Programme très riche.
Je voudrais simplement, moi, dire que on doit tirer un coup de chapeau aussi à des équipes comme Saint-Mamé ou comme le Rugby Club des Landes. Ils ont 2 heures ou 2 heures et demie de bus pour venir ici. Donc vous imaginez, commencer à 10h30, il faut pas trop faire la fiesta la veille et pas partir tard s'ils veulent être d'aplomb. Donc c'est l'avantage de jouer le samedi après-midi. Ils ont tout le samedi soir pour se rattraper sur la fiesta. Sauf que là, les pauvres, ils attaquent à 10h30, donc échauffement. Donc je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau parce que c'est sûr, c'est des contraintes pour eux, pour ceux qui commencent à cette heure-là, mais sur un plateau énorme comme ça, on n'arrive pas à modifier les choses en fonction, disons, des petits problèmes ou des particularités de chaque club, on s'en sortirait plus. Donc merci à eux, merci de faire cet effort et d'être présent de bonne heure ce jour-là. Fabrice. Ouais, moi je voulais juste rajouter sur le niveau sportif de ces finales, parce qu'il faut pas se tromper, c'est des finales qui sont hyper disputées. Le niveau de rugby est excellent, donc c'est pour ça qu'il faut venir nombreux, parce que vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est une certitude. Et voilà, chaque équipe bien évidemment veut gagner, parce qu'une finale ça se gagne, ça ne se perd pas. Mais c'est vrai que le niveau rugbystique de ces finales territoriales, c'est du 5 étoiles. Donc il faut venir, vous allez vous régaler. Alors, avant de parler de l'équipe qui t'entoure, Jean-Yves, parce que t'es pas tout seul évidemment à organiser tout ça, je pense qu'il y a un petit peu de monde, même si t'as les épaules larges, il faut quand même du monde autour de toi. Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des ateliers de découverte pour des gens qui viendraient un peu se promener comme ça pour voir ce que c'est ces finales sans être forcément du monde du rugby? Absolument, donc c'est ce qu'on a voulu faire en transplantant cette fameuse structure gonflable qui est un petit terrain de 30 par 40 qui permet de s'essayer au rugby. Alors bien entendu, on va se limiter au rugby à toucher parce qu'il ne s'agit pas de se blesser. Voilà, de se blesser avec une cible, disons 2 cibles, la cible des enfants, de façon à leur permettre de s'amuser mais aussi de s'initier pour ceux qui n'ont jamais fait de rugby, mais aussi la possibilité pour des parents de s'initier, de faire une équipe mixte masculin-féminin, comme le permet le rugby à 5, ou de faire une équipe mixte intergénérationnelle avec leurs enfants. Donc on a là aussi l'équipe technique, donc des conseillers techniques de la Ligue et de la MO de Clermont-Ferrand qui sont volontiers mobilisés là-dessus et qui vont permettre donc de réaliser cette animation. Ça permettra de ne pas rester uniquement dans un rôle de spectateur, mais aussi de tâter de la gonfle, comme on disait dans le temps. Alors vous êtes combien là, avec toi pour cette organisation? Donc on rappelle, co-organisation, Ligora et comité départemental. Et les comités départementaux en fait, puisque les 4 comités départementaux sont concernés, sachant que c'est le comité du Puy-de-Dôme qui, pour des raisons de proximité et puis d'importance aussi par rapport au nombre d'équipes du territoire, assure, disons, la représentation des comités départementaux. Donc on a mis au point une petite équipe de pilotage d'une douzaine de personnes qui chacun a pris en charge qui l'accueil, qui la partie sportive, qui la partie animation, qui la partie budgétaire, la restauration, etc. Donc on a constitué un petit groupe de pilotage uniquement constitué de bénévoles et des 4 ou 5 salariés de l'AMO qui vraiment ont fait un gros travail aussi là-dessus, sur toute la partie préparation, documentaire, invitation, etc. Donc voilà, et on a recruté, donc on en est actuellement à 76 ou 77 bénévoles qui se sont inscrits suite à un appel à volontariat que nous avons fait et qui vont donc se retrousser les manches dès vendredi 14h, parce qu'il s'agit de faire la mise en place aussi de tous ces équipements. Et on se retrouvera tous pour un café croissant, un minimum, sur les coups de 8 heures samedi matin, pour finir de régler les derniers petits détails et se mettre en place pour l'accueil des équipes et des spectateurs. C'est une journée qui va se clôturer vers quelle heure à peu près? Ouh. Là, ça me va comme réponse. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend bien entendu de l'ambiance, du climat, etc. Ceci dit, on doit impérativement quand même avoir libéré les installations aux environs de 22h, 23h, même si Clermont-Auvergne Métropole et la ville sont très arrangeants et vont nous faciliter la vie. Il s'agit aussi d'être respectueux de l'organisation de ces lieux et surtout de libérer ce stade, rangé, nettoyé, parce que le lendemain matin, la vie continue. Oui. Donc ça veut dire que les bénévoles ne vont pas se coucher de bonne heure et on essaiera de finir tous ensemble par un petit moment agréable. Comme le rugby sait le faire. En tout cas, on essaye. Alors, dans ton agenda plus que bien rempli, Jean-Yves, c'est quoi les prochains événements rugby là, que tu envisages d'organiser avec la Ligue ou les comités ? Alors, on va dire sur le plan purement sportif,
C'est surtout au niveau des compétitions départementales avec les équipes de jeunes qu'il va se passer pas mal de choses. Donc j'ai pas le calendrier là, mais ça sera peut-être l'occasion d'en reparler avec plaisir. La prochaine fois. Il y aura aussi, on est en train de monter avec quelques partenaires un projet de rugby à 5 inter-entreprises. Donc ça sera quelque chose de très intéressant parce que on vise une population assez large là-dessus. L'objectif pour nous étant de promouvoir le rugby loisir et de faire ça au travers de l'entreprise avec une approche sport-santé et conviviale. Donc ça va être un événement qui va se dérouler au mois de juin, dont j'aurai l'occasion de reparler. Pour l'instant, il est en cours de gestation. Donc toutes les compétitions jeunes qui vont se dérouler. Et ensuite, donc, après donc cette phase finale, il existe une coupe qui a été mise en œuvre par la Ligue, de façon à ce que les clubs ne terminent pas leur saison au 16 avril, mais puissent continuer jusqu'au mois de juin sur cette coupe, dont on reparlera aussi. Alors, certains me disent ça va être une coupe pam-pam pour permettre de finir la saison, mais pas que, parce que je pense que les gens qui se seront préparés pour les finales, qui auront bataillé toute la saison, vont vouloir aussi finir sur une bonne note cette fin de saison, et cette petite coupe, on va essayer de la rendre attractive, de façon à ce que les clubs n'arrêtent pas trop tôt leurs activités. Donc voilà, on va dire, pour la fin de saison. Et ensuite, on verra avec la Coupe du Monde de rugby ce qu'on fera pour profiter de cet événement et faire en sorte que ça ne soit pas on ne peut pas dire un coup d'épée dans l'eau, mais un événement extrêmement important, mais qu'un événement. Donc on est en train de travailler sur un projet qu'on appelle le projet Héritage 2023, qui va nous permettre de dérouler dès le mois de septembre de grosses opérations sur l'ensemble du territoire. Donc on va finaliser le montage et la définition de ces opérations avant le mois de juin, et là on pourra annoncer véritablement quelques belles opérations d'envergure pour promouvoir le rugby amateur en se servant du support de la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup Jean-Yves, c'était Jean-Yves Dijol, élu à la Ligue Aura Auvergne-Rhône-Alpes de rugby, et on se donne tous rendez-vous samedi 16 avril sur le stade des Gravenches pour ces finales territoriales. Nous on va marquer une dernière pause, reste bien avec nous Jean-Yves parce qu'on va avoir besoin de toi pour la fin de l'émission. On va marquer une dernière pause, vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch et le retour de Fabrice Connor, notre invité Jean-Yves Dijol qui est resté avec nous pour la dernière partie. On va passer au coup de cœur, coup de gueule et au quiz. Je te redonnerai un petit peu le principe du quiz, Fabrice, les questions qui t'attendent. Okay. Et aujourd'hui, j'ai pas de coup de cœur et de coup de gueule, mais je vais me tourner vers toi et te demander comment, depuis presque un an maintenant, de ton exil sudiste, tu vois le sport auvergnat. Éclaire-moi-toi. Eh bien écoute, je le suis bien attentivement, le sport clermontois, parce que je resterai auvergnat jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il arrive. Je suis triste un peu, c'est ce qu'on disait pour la SM. Après le Clermont Foot, je trouve que c'est vraiment une chance inouïe qu'ils soient en Ligue 1 pour la région Auvergne, parce que ça peut drainer d'autres équipes, d'autres sports, que le Volleyball Club de Chamanières se maintienne en Liga, ça c'est très très bien aussi. Juste pour en revenir à la SM, je pense que les grands clubs ne meurent jamais, donc voilà, ça va durer, je pense que la traversée du désert va peut-être durer encore 2 ou 3 saisons. Je suis bien évidemment les résultats de Vichy Clermont en basket, parce que Guillaume Vizade est un proche et voilà, et c'est un super coach, j'aime bien le redire, au même titre que Atman Toubani aussi, et avec qui je m'entends très très bien. Mais c'est vrai que quand on est un peu exilé comme ça, alors bon, il y a des exils plus difficiles, hein, je travaille sur la Côte d'Azur, donc il n'y a pas de souci. mais ouais, je regarde bien sûr, hein, des fois avec la boxe, je mets le journal du dimanche soir, France 3 Auvergne, et puis je regarde un peu ce qui s'est passé, quoi. Tu arrives à avoir les résultats facilement, en dehors de ce qui est foot et rugby qu'on a tous, hein, quelle que soit la région, mais c'est vrai que, je sais pas, tu suis un peu ce que fait le HBCAM, ce que font les garçons du hand de Cournon, je sais que tu connais bien Cyril. Ouais.
Ouais, j'ai tout ça parce que bon, j'ai sur Facebook pas mal d'amis dans le sport et puis bon, par rapport, parce qu'on s'occupe toujours bien sûr de Clermont Sport, hein, bon, et c'est vrai que le HBK, mais souvent là, je like sur la page. Et puis Cyril Fauché, ouais, c'est quelqu'un que je connais bien. D'ailleurs, on peut lui faire un petit coucou. Et ce qui se passe au Ventes de Cournon, c'est pas le hasard, parce que Cyril Fauché est un président très intelligent et qui maintenant qui est en 3e division nationale, on va dire, hein, et avec un projet où ça peut aller beaucoup plus haut. Donc on lui souhaite plein de bonnes choses. Et bon, le HBK pareil aussi qui va se maintenir. Donc ça c'est bien. Mais la région Auvergne est une région très dynamique en matière de sport. Après il faut continuer. Et donc moi je pense que l'avenir est très clair et l'avenir est rose. Très bien, il est toujours au top. Eh ben, on va vérifier ça avec le quiz. Alors, je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Et le décompte final. Et là, Jean-Yves, tu auras un petit rôle à jouer. Tu pourras servir de joker une fois pour chacun de nos chroniqueurs si jamais il sèche un peu. Moi, je pense que 2 fois pour moi quand même, parce que là, je pars déjà avec un désavantage. Non, tu vas voir, on va être dans ton domaine aujourd'hui. Tu vas voir ça. Putain, je vais perdre le quiz, non, je peux pas. Allez, question olympique ou paralympique, et c'est une question paralympique aujourd'hui. Je vous avais demandé il y a quelques semaines quand allaient débuter les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ben, je vais vous demander quand débuteront les Jeux Paralympiques de Paris 2024. À quelle date ? 15 septembre. Non, c'est avant. On sera sur la fin, 15 septembre. C'est après. 20 août. On se rapproche. Un peu après. 31 août. Un peu avant. 25. Un peu après. 27. On va y arriver. Encore un. 28. 28. Oh, on est d'accord, c'est en même temps là. Bah attends, je regarde la vidéo. Allez. Non, je pense que je dis 28 avant moi. Alors, je vais accorder un point pour les deux. Là, c'était en même temps. Question record. Alors, je suis dans les records. Oh, il est terrible, Olivier. Hein, putain, il est comme l'avare de Ligue 1. Et intransigeant. Question record, et depuis quelques semaines, je suis dans les records de sélection de nos différentes équipes de France. On a parlé record de sélection en volley, en hand. Cette semaine, on va parler record de sélection en basket. Alors, vous me donnerez une réponse chacun, c'est le plus proche qui gagnera. C'est Hervé Dubuisson qui détient le record de sélection en équipe de France masculine de basket. Je vais vous demander avec combien de sélections, Virginie ? 83. 83. Fabrice ? 140. Alors vous êtes très loin du compte, c'est Fabrice qui va gagner le point parce qu'il est quand même le plus proche. 254 sélections pour Ah, Hervé. mais c'est pas possible, ça existe Pour pas Hervé ça. Dubuisson. Si, ouais. Ah bon ? J'avais en tête 200, mais j'ai pas osé le dire. Non, mais sérieusement. Hein. Je rappelle que pour mémoire, en volley et en hand, on était à 400, plus de 400 sélections Ouais, pour les recordman dans ces Ils jouent dans ces jusqu'à deux 75 ans, non ? Non, mais ils ont beaucoup de Non, matchs. mais ils font beaucoup de matchs. Ouais, c'est Ah ouais, c'est des d'accord. disciplines où on joue beaucoup. Ah, ça doit être Jackson Richardson, non ? C'est ça, ouais, bien Ouais, vu. ouais. Joli. Question d'actualité sportive locale. Après sa victoire face au Havre 26-23 ce week-end, je vais vous demander quel est le classement du HBCAM, le plus rapide. 9e. Non, pas 9e. 7. 7, bien vu Virginie, qui Ah, égalise bravo. à 2 partout. Ouais, moi j'ai Radio Côte d'Azur aussi. Eh ouais, Et ah ouais. voilà. C'est J'ai pour des ça. conneries des fois. 42 points pour le HBCAM qui est donc passé dans la première moitié de Ah, tableau. c'est bien ça. Et on espère qu'elles vont y rester parce que c'est une place un peu plus conforme à leurs objectifs et à leur niveau surtout. Question avec ASA Sport, là aussi ça va être une question de rapidité. On a donné la réponse pendant l'émission. Combien l'ASM a-t-il encaissé d'essais ? 5. Virginie, cette fois qui est partie. Oh, avant. purée. Un tout petit peu avant. Ouais, Un c'est tout vrai. petit peu avant. Je reconnais. Allez, le décompte final. Donc je mène 3-2. Hein, je Tu tiens à mènes le dire. 3-2, c'est ça. Ouais. Décompte final. Vous pourrez faire appel à Jean-Yves si jamais vous avez besoin. On va parler tennis, Virginie. Ouais, mais alors là, j'y connais rien là-dessus en plus. Ouais, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que le tennis ? C'est un jeu de raquettes, je crois, non ? C'est ça. Je vais vous demander, chez les garçons, les 10 tennisman à avoir remporté le plus de titres majeurs en simple. Alors, ce que j'entends par titres majeurs, ce sont les Grands Chelems, les Masters et les Jeux Olympiques. Donc, je vais vous demander ceux qui ont été le plus titrés dans toutes ces compétitions. C'est Fabrice qui est mené, c'est lui qui va commencer. Et vous pourrez faire appel à Jean-Yves une fois chacun, si besoin. Roger Federer. Il se cache déjà, Jean-Yves. Roger Federer qui est en tête avec 26 titres majeurs. Un point pour Fabrice qui égalise à 3 partout. Virginie. Nadal. Nadal. Il est 3e, Nadal, avec 22 Ouais, mais titres majeurs. Lequel, Raphaël ou Patrick ? Novak Djokovic. Novak Djokovic qui est 2e avec 25 titres majeurs. Pete Sampras. Pete Sampras, il est 4e, 21 titres majeurs. 5-4 pour Virginie. Fabrice. André Agassi. André Agassi, il est 10e de ce classement avec 10 titres majeurs. 5 partout.
Il n'y a que des noms très très connus. Ouais. Il n'y a pas besoin de remonter hyper loin dans l'histoire du tennis. Je les ai tous vus jouer, si ça peut vous donner une idée. Donc, Jimmy Connors. Jimmy Connors, il est 8e avec 11 titres majeurs. Fabrice. John McEnroe. John McEnroe, il est 6e avec 15 titres majeurs, ça fait 6 partout. Virginie. Stéphane Edberg. Eh bien non, il n'y a pas Stéphane Edberg merde. dans ce classement. Eh ouais. Ouais, je dirais Ivan Lendl. Il y a Ivan Lendl à la 5e place, ça fait 7-6 et il repasse devant Fabrice. Ouais, c'était prévu que je 15 repasse devant. titres majeurs pour Lendl. Attends, il en reste combien là? Il en reste 2, les deux avec les mêmes initiales. Donc, Ah, John oui. Borg. Björn Borg, avec 14 titres majeurs, il est 7e. Et je vais remporter le quiz parce que c'est ouais. Boris Becker. C'est Boris Ouais, Becker. bah voilà, évidemment, il est au souffleux, c'est dégueulasse. Mais j'ai apporté une enveloppe où j'avais mis un peu dedans. Ouais. Non, mais là, franchement, là, c'est moi qui mérite. Hein. Il vient du Sud, on sait comment ça marche là-bas. Hein. Exactement. Ça me rappelle une émission télé, c'est avec Atman Toumani d'ailleurs. Sans commentaire. Je vais pas relancer la polémique, il y aurait bien trop de choses à dire, surtout en ce moment. Ben, moi j'étais sur Wikipédia, je confirme. Que ça magouille dans le Sud. Très bien, merci beaucoup à vous trois, merci Virginie, merci Jean-Yves. On rappelle les finales territoriales, c'est samedi 16 avril, ce samedi à partir de 10h pour aller voir du rugby de terroir comme on l'aime. Toutes les finales territoriales, après 2 ans d'absence, on va être content de se retrouver au bord des terrains à partir de 10h et puis c'est toute la journée, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Merci beaucoup Fabrice, c'était un vrai plaisir de te retrouver à ce micro. Tu sais que la porte est ouverte quand tu veux, dès que tu es dans Merci le coin. beaucoup. T'hésites pas à revenir faire un petit coucou. C'était super. Merci beaucoup en tout cas. Super, merci. Nous, Ouais, on, merci, hein, très cool. Hein. nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va faire une émission que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Vous savez que il y a des disciplines, des nouvelles disciplines olympiques à Paris 2024 sur lesquelles je râle régulièrement. Et ben, on va parler breakdance la semaine prochaine avec Michael Pecot de la compagnie Supreme Legacy et qui va venir tout nous expliquer et essayer de me convaincre. C'est le challenge que je lui ai donné pour venir dans l'émission, nous convaincre de tout l'intérêt d'avoir le breakdance en sport olympique à Paris. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le rediff, le podcast et d'ici